Le mariage gay, bien évidemment, n'intéresse personne, en tant qu'il se réfère à une communauté homosexuelle qui n'est même pas concernée par ce mariage gay, puisque c'est l'état-major publicitaire de la marchandise qui dirige la communauté homosexuelle qui y est intéressé. Je veux dire qu'on verra dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans que sur une communauté de 20 000 homosexuels, on a à peine 200 ou 300 mariages. Bon, c'est du folklore. Sauf que le capital ne met jamais en marche des folklores par hasard. Derrière le folklorisme du mariage homosexuel, on a effectivement ce que Pierre Berger, émérite représentant de la dictature de la marchandise, a carrément dit de manière explicite: puisque les ouvriers vendent leurs mains, les femmes doivent vendre leur ventre. Et c'est la logique du capital. Le capital demain veut un hors-sol, sans filiation. Pourquoi ? Parce que les filiations telles qu'elles s'exprimaient dans les contenus de communauté, de tradition et de lutte de classe, c'était quelque chose qui symbolisait une résistance à la marchandise. Quand on aura demain un hors-sol embryonnaire absolu et total, dont le seul point de repère sera la dynamique nombriliste de son faire-valoir marchand, on aura créé l'apothéose marchande, de l'abrutissement universel. Alors, abrutissement universel pour les catégorisations de la vie sociale au quotidien et en même temps valorisation capitaliste pour ces vastes manufactures où on travaillera les embryons. Donc ça c'est clair, et ce qui est très symptomatique, c'est que tous les groupes radicaux qui faisaient une contestation radicale de la marchandise à la suite de Marx, de la Première Internationale, contre le bolchevisme, contre la social-démocratie, seraient aujourd'hui, en temps réel, en récusation absolue de ce mariage gay, non pas pour ce qu'il est en tant que mariage gay, mais pour ce qu'il implique par derrière. Et aujourd'hui, toutes les faunes de l'abrutissement universitaire, de l'extrême gauche du capital, se croient radicaux, en étant les porte-valises, les porteurs d'eau, les porte-serviettes du laboratoire capitaliste d'avant-garde. Autrement dit, ceux qui prétendent être en critique du système sont ses meilleurs promoteurs. Donc la boucle est bouclée, et comme le disait Marx, tout a été absorbé. La débauche financière actuelle a permis au capital de produire de l'illusion. Qu'est-ce que le crédit ? Le crédit est une anticipation de plus-value. Par le crédit, on anticipe des ventes qui n'ont pas eu lieu en faisant comme si elles avaient eu lieu. Et plus la baisse du taux de profit s'organise, plus il faut que cette anticipation fonctionne. Sauf qu'on arrive à un moment donné où l'anticipation de plus-value bute sur elle-même. Et on l'a vécu en 14, on l'a vécu en 39, à un niveau ultime de saturation des marchés, le capital, pour se valoriser, doit restructurer les marchés par la guerre. Or, aujourd'hui, le capital a un problème énorme. La triade fonctionnelle, opérationnelle de la géopolitique mondiale, ce sont les États-Unis, le Japon et l'Europe. Mais au sortir de 1945, l'impérialisme américain a vassalisé le Japon et il a vassalisé l'Allemagne. Ce qui fait que la reconstruction japonaise et la reconstruction allemande et la reconstruction européenne, contrairement aux restructurations des années 30 qui avaient suivi la guerre de 14-18, se sont faites sur un terrain de vassalisation. Aujourd'hui, le capital, pour se revaloriser, devrait, au niveau de l'impérialisme américain dominant, détruire l'Europe et le Japon. Sauf qu'il n'y a pas de bloc impérialiste qui corresponde à ça, puisque le Japon et l'Europe sont aujourd'hui, par l'infiltration, par la manipulation diplomatique et géopolitique, des provinces de l'Empire américain. Donc l'Empire américain, en se produisant ces provinces, s'est en même temps rendu en situation d'impossibilité d'opérer, comme pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, des guerres directes. On est donc dans des guerres indirectes, par infiltration et par stratégie terroriste internationale. C'est-à-dire que le terrorisme, aujourd'hui, la stratégie terroriste de l'impérialisme américain depuis le 11 septembre, qui vise effectivement à des repartages militaires face à cette saturation des marchés, est incapable de lui prodiguer ce que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale lui ont prodigué. C'est-à-dire que la toute-puissance de l'impérialisme américain en 1945, c'est ce qui aujourd'hui empêche l'impérialisme américain en 2013 d'opérer les vastes restructurations militaires et destructrices qu'il voudrait. Le serpent se mord la queue. Il y a une tradition primordiale,
pas celle de Guénon et d'Evola qui sont que des traditions falsifiées. La tradition primordiale, c'est le communisme originel, le communisme primordial. Pendant des millénaires, les êtres humains sur cette planète, quelles que soient les latitudes, ont vécu dans la projection des communautés de chasseurs-cueilleurs sur des entités de vie qui étaient communistes, et cette tradition primordiale ignorait le sacré et le profane. L'entité globale de la vie était sacrale. C'est-à-dire que faire l'amour était sacral, cueillir une fleur était sacral, tuer le bison était sacral, tout était sacral. Chaque geste, dans l'immanence de la totalité du monde, était sacral, au sens où chaque geste était une relation au divin, le divin, en indo-européen étant le vieux div, c'est-à-dire cette lumière brillante du ciel permanent. Donc, dans la communauté sacrale, et Engels en particulier a énormément travaillé sur les communautés germaniques, la sacralité primordiale ignore la division sacré-profane. Et à un moment donné, la dialectique de l'échange, la dialectique de l'avoir et de la vente, à partir de la révolution néolithique, va casser la communauté primordiale, et cette communauté primordiale va se scinder en deux entités inséparables, le sacré et le profane. Mais le sacré n'a plus rien à voir avec le sacral, il en est en quelque sorte la liquidation judiciaire. C'est-à-dire que le sacré gère les décombres du sacral pour permettre au profane de progressivement s'en emparer. Et à partir du moment où la division sacré-profane se met en marche sur les décombres du sacral, le profane ne cesse de s'élargir, le profane ne cesse de s'accomplir et de se déployer, jusqu'à résoudre aujourd'hui dans la théologie radicalement accomplie du monothéisme de la marchandise, le sacré à ne plus être rien, si ce n'est que le seul sacré encore possible, ce serait la religion de la marchandise. Le reproche que Marx, le reproche que je fais et le reproche que tous les groupes radicaux font aux traditionalistes, c'est de ne pas comprendre, puisque les traditionalistes, qu'ils soient chiites, sunnites, catho-intégristes, païens, orthodoxes, peu importe, il y a une apologie de la société traditionnelle au sens où la société traditionnelle, en tant qu'elle est cette unité sacrée-profane, serait beaucoup plus avantageuse du point de vue humain que la modernité du capital. Certes. Alors Marx est le premier à le dire, même dans le manifeste, il dit la société contemporaine a tout édulcoré, elle a tout ravagé, elle a tout profané, elle a tout sali, mais il ne fait pas l'apologie des sociétés traditionnelles. Il montre que les sociétés traditionnelles sont précisément en quelque sorte le porte-avions préparatoire de la dialectique de l'absolue dictature du capital aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, même les plus archaïques, où le sacré et le profane coexistent sur les décombres du sacral, l'argent est là, et il travaille, il s'élabore, il creuse, il s'épanouit, il met en marche un gigantesque mouvement qui fait que la modernité arrive. Autrement dit, pour combattre et comprendre l'antisacralité de la modernité capitaliste, il ne faut pas retourner vers les sociétés traditionnelles qui, au contraire, en ont été l'antichambre, il faut retourner au sacral primordial de la communauté première qui ignorait l'État, l'argent et la division. Lorsque la communauté première s'est divisée, s'est scindée, elle a produit l'argent et la dynamique qui allait produire la dialectique du capital. Pour moi, le sionisme, c'est un épiphénomène des strates contemporains de l'aliénation géopolitique moderne. Ce qui est plus important, c'est de partir du judaïsme. Et pourquoi partir du judaïsme ? Tout simplement parce que sur une trajectoire radicale, telle que les groupes maximalistes de la lutte de classe la plus offensive l'ont toujours positionnée, il faut se rappeler que si Marx écrit le manifeste avec Engels dans les années qui mène à 1850, s'il écrit le Capital dans les années qui mènent à 1860-1870 et qu'il écrit la guerre civile après la Commune de Paris en 1871, le préambule de toute la critique de l'économie politique commence en 1843 avec la question juive. Alors, la question juive, il ne l'a pas écrit parce qu'il avait un problème à régler avec son père ou avec son grand-père, il l'a écrit parce que c'est un présupposé méthodologique de radicalité. C'est-à-dire que Marx montre dans la question juive qui renvoie au capital que le monothéisme de la marchandise est un système à la fois géopolitique, mental, idéologique et social qui correspond à la religion du capital en mouvement. C'est ce que Marx dit dans la question juive. La question juive n'est pas une question raciale. Les juifs ne constituent pas une race. La question juive ne constitue pas une question religieuse. Il y a des juifs qui sont religieux, il y a des juifs qui ne sont pas religieux. Ce qui construit la structure
transhistorique de la question juive, c'est cette nationalité chimérique qui veut que Dieu soit une valeur d'échange. Et Dieu, valeur d'échange, l'alliance abrahamique est un contrat commercial. Marx fait une critique radicale, objective, antiraciste, profondément sociale et révolutionnaire, en montrant que toute l'histoire du judaïsme est un appendice du Capital. Et donc le sionisme, en tant qu'émergence spécifique d'un judaïsme particulièrement codifié dans la modernité des restructurations judéo-politiques et géopolitiques, les accords Sykes-Picot, etc., c'est l'immanence de ce crédit financier qui ressurgit. Alors bien évidemment, Marx, dans la question juive et dans le Capital, ne dit pas en 1947 à Jérusalem, etc., etc. Sauf que d'un point de vue méthodologique, du point de vue de l'essence critique de la compréhension révolutionnaire, il fait bien, il pointe que la question juive est le cœur central du développement du capital. Et si aujourd'hui cette question fait tant débat, elle fait tant débat parce que, comme il le montre, elle est partie intégrante du développement impérialiste de la marchandise. Le système avec lequel la marchandise, comme liberté despotique de l'argent, est le plus en relation avec elle-même, en fertilité de sujétion, de servilité, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Donc, il ne faut pas se battre pour demander la démocratie directe, une démocratie juste, une démocratie plus représentative. La démocratie, le démos, est né en Grèce suite aux réformes de Solon et de Clisthène comme système de l'argent en mouvement. C'est-à-dire la démocratie est par essence le système de la valeur d'échange qui se répand sur le territoire pour le coloniser et de manière impérialiste le régenter. Donc, à bas la démocratie, parce que la démocratie, c'est la dictature absolue du capital. C'est pour ça que les groupes radicaux disaient à bas le fascisme, à bas la démocratie. Nous, on ne se bat pas pour ce faux dilemme, on se bat pour l'abolition de l'État. Il n'y a pas d'État qui soit humain. Et ça, c'est ce que nous a appris, Orwell à travers Catalogne libre et à travers 1984, dans l'horreur de l'antifascisme à Barcelone qui massacrait les ouvriers barricadiers. Orwell a pointé du doigt que plus un État parle de démocratie, plus un État est policier. Donc ça, c'est décisif. Alors maintenant, la baisse du taux de profit a produit une saturation du marché que le capital ne peut plus écouler. Il a tenté de l'écouler par des fantasmagories monétaires, par un crédit factice généralisé, et là, aujourd'hui, on bute là-dessus. Alors, hormis le terrorisme comme stratégie de l'heure, aujourd'hui, le capital n'a plus d'issue. Le capital n'a plus d'issue. Alors, on a vu aux États-Unis le 11 septembre, on a vu le spectacle de Boston, en France on a vu l'affaire Mera. Ce sont des laboratoires préfiguratifs. Il y aura de grandes mises en scène théâtrales, géopolitiques, géostratégiques internationales sur ce terrain-là pour dévoyer la lutte de classe, comme effectivement la stratégie de l'attention en Italie avait pour objectif non seulement d'empêcher le non-alignement des vocations politiques italiennes, mais surtout de casser la rage barricadière qui allait naître dans les usines. C'est-à-dire que quand il y a par exemple la programmation pentagonique du 11 septembre, bien évidemment qu'il y a un état-major qui va ficeler les détails, mais c'est pas génériquement un complot en amont. C'est une immanence parce que tout se détruit, parce que tout se déstructure et qu'il faut réagir. La question essentielle, elle est de ne jamais être dupe. Tant que la crise cataclysmique de l'ordre de la marchandise n'a pas atteint ce fameux point où l'ordre de la marchandise s'invalidant lui-même, l'émergence des consciences humaines radicales peut éclore, nous sommes condamnés à l'emprisonnement concentrationnaire dans la servitude salariale et échangiste du quotidien. Nous sommes prisonniers. Mais il y a deux manières d'être prisonnier. Il y a la manière d'être prisonnier en étant activement complice de l'emprisonnement, et il y a la manière en rupture qui consiste à dire je suis dedans mais je suis contre. Être dedans tout en étant contre, c'est ne jamais être dupe. Je vois des gens qui dans mes activités analytiques justement me font comprendre et se font comprendre à eux-mêmes à un moment donné que l'intégralité de leur existence a été vampirisée par le théâtre social de la représentation. On a des gens qui vont mal dans leur couple, on a des gens qui vont mal avec leurs enfants, on a des gens qui vont mal sur tous les territoires du quotidien et qui jouent un théâtre par exemple au boulot.
Ils ont une fonction sociale. Cette fonction, elle est cathartique dans la sublimation schizophrénique de l'ordre de l'aliénation. Ils sont leur fonction sociale. Alors, les gens, au bout du travail d'analyse que nous menons, ils me disent « Mais alors, qu'est-ce que je fais? Je démissionne, je m'en vais. » Ben, je dis « Ben non, il faut bouffer. » Donc, le problème, il n'est pas de quitter le faire social de la servitude salariale. Nous y sommes condamnés. Il est de s'y positionner stratégiquement à l'envers des dominations que le capital veut nous y placer. Donc, continuez votre boulot, simplement, au lieu de le faire activement en consommation narcissique de jubilation servile, mettez-vous en retrait, mettez-vous à contre-courant, mettez-vous en contre-pied, en contre-champ, et dites-vous, je ne suis pas dupe, je fais le minimum, au lieu d'être effectivement une crapule, un soumis, un intermédiaire, un mitigé, je vais maintenant essayer de glisser de l'humain dans l'inhumain. Et à partir de là, ça ne fait pas la révolution, mais ça met en marche une contre-dynamique. La révolution ne sera possible que quand les conditions objectives d'invalidation de la dictature capitaliste seront positionnées. Mais en l'attente, il y a des milliers de choses à faire. Des milliers de choses à faire avec la personne que l'on rencontre, avec le collègue de travail qui a des difficultés, avec tous ces gens qui, en rencontre avec nous-mêmes, peuvent positionner non pas une rencontre d'aliénation, mais une rencontre d'humanité. Et là, on est les agents actifs contre la servitude du capital. La vraie relation humaine, la vraie chaleur du souffle de vie, c'est déjà une explosion révolutionnaire qui commence à travailler. C'est ce que Marx appelait la vieille taupe qui travaille.